Je prends quelques minutes pour vous parler du compte-rendu critique de 350 mots pour la préparation au TECFI. Alors, là, lorsque vous aurez à écrire un compte-rendu critique de 350 mots au TECFI, vous aurez une entrevue à écouter. Ça peut être une entrevue avec une personne spécialiste ou encore, ça peut être sous forme d'une table ronde, donc plusieurs personnes spécialistes ou qui viennent parler d'un sujet. Bien sûr que lorsque qu'il s'agit d'une table ronde, vous ne devez pas identifier nécessairement chacune des personnes, mais essayez de faire un regroupement par rapport à est-ce que ce sont des spécialistes du décrochage scolaire, est-ce que ce sont des gens qui se mobilisent pour telle cause, est-ce que ce sont des spécialistes des élèves en difficulté d'apprentissage, est-ce que ce sont des directions d'école, est-ce que ce sont des enseignants, et vous pouvez aussi si c'est possible, à l'impossible nul n'est tenu, mais spécifier, bien, nous sommes dans quelle région, là? Est-ce que c'est au Québec? Est-ce que c'est dans la région de Montréal? Alors, si possible, vous écrivez de qui, bien sûr, vous devez écrire de qui on parle, parce que vous devez faire un compte-rendu critique, donc un résumé de ce qui sera dit, et que vous devrez ensuite commenter. S'il s'agit d'une personne, bien spécifier, par exemple, sa fonction. Donc, monsieur un tel qui joue tel rôle. Première écoute, parfois, il y en a qui disent de ne pas écrire de notes. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire le nom de la personne ou le nom des personnes ou en fait le regroupement de personnes ainsi que leur fonction. Un compte-rendu critique, ce que c'est que vous rapportez les paroles de quelqu'un, vous mentionnez ce qui a été dit et ensuite vous commentez. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Nous n'irons pas vérifier si les exemples que vous mentionnez pour dire que vous êtes d'accord ou pas, nous n'irons pas vérifier si les informations sont vraies ou pas. Maintenant, il s'agit d'un compte-rendu critique de 350 mots. Il ne s'agit pas d'un concours littéraire. Alors, l'objectif, c'est d'écrire 350 mots, de faire le moins de fautes possible et de réussir votre test pour la partie rédaction du TECFI. C'est l'objectif. D'accord? Alors, on va garder ça en tête. Et lorsque je regarde le texte d'un étudiant, ce qui est important, c'est que ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'il y a un titre, il y a une introduction, il y a 2 paragraphes de développement et il y a une conclusion. D'accord? Parfois, il y a d'autres enseignants, et c'est correct comme ça, qui proposent une autre structure. Moi, c'est la structure que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, on commence par un titre et bien sûr, je vous invite à suivre la formation pour la préparation au TECFI, la nouvelle, où vous retrouvez une partie de formation qui traite de la ponctuation. D'accord? Donc, en général, le titre n'a pas de ponctuation, à moins qu'il y ait un point d'interrogation ou pour d'autres raisons que vous pourrez découvrir dans la formation. Donc, un titre. Ensuite de ça, dans votre introduction, vous devez séparer votre introduction en 3 parties. Sujet amené, posé et divisé. Alors, quand vous écoutez l'entrevue de 8 minutes, une première fois, on note de qui ou de quoi on parle et on essaie de garder aussi en tête c'est quoi le problème. Quel est le problème? Et quelles sont les 2 solutions apportées par les personnes ou par la personne? Nous ne sommes pas obligés dans notre compte-rendu critique de tenir compte des points de vue et de tous les sujets. D'accord? On va se concentrer sur 2 sujets, sur 2 solutions à notre problème ou les 2 aspects traités à une problématique ou encore à une situation particulière. Alors, sujet amené, je l'ai dit souvent dans mes formations, tout ce qui est automatisé libère de notre mémoire de travail. Alors, on essaie d'automatiser la structure du texte pour que ça ressemble à ça. Dans notre introduction, on commence par un sujet amené. Et notre première phrase de sujet amené, c'est-à-dire qu'on amène le sujet, mais on ne dit pas de quoi on va parler, on peut dire « Le monde de l'éducation est constamment en changement. » Alors, on ne sait pas si on va parler de la réussite des garçons, on ne sait pas si on va parler de la formation en ligne, on ne sait pas si on va parler du décrochage scolaire. Donc, on amène un sujet. Alors, le monde de l'éducation est constamment en changement. Monsieur Égide Royer, spécialiste, enseignant, psychologue à l'Université Laval, était en entrevue
récemment et mentionnait que pour favoriser la réussite des garçons, il était important d'avoir dans nos écoles des modèles masculins et aussi de diagnostiquer dès le plus jeune âge, donc la maternelle 4 ans. Je vous dis ça en gros comme ça, là, mais... Alors, donc, le sujet amené. Ensuite de ça, le sujet posé, on pourrait dire mais que peut-on faire pour favoriser la réussite éducative des garçons? Ah, tiens, quel est le problème? Ah, réussite éducative des garçons. Voilà. Et là, de qui ou de quoi on parle? Donc, on parle de la réussite des garçons. Qui est le spécialiste? Monsieur Égide Royer, psychologue, qui... Ce n'est pas grave si on ne se rappelle pas là, de la chaire de recherche, s'il y a une chaire de recherche ou s'il y a un département quelconque, on oublie quelques mots. Ce n'est pas grave, d'accord? Alors, on peut simplement dire Monsieur Égide Royer, psychologue, était en entrevue récemment et nous parlait de l'importance dans nos écoles au Québec d'avoir des modèles masculins et de pouvoir diagnostiquer dès la maternelle 4 ans des troubles d'apprentissage, par exemple. Bon, OK? Alors là, je vous dis comme ça sans nécessairement avoir une grande préparation au préalable, là, mais je vous donne l'idée générale. Alors, on amène le sujet, on pose le sujet de qui ou de quoi on parle, et ensuite de ça, on expose nos deux solutions ou nos deux aspects traités, et nous terminons par, donc notre sujet divisé, ce sont les deux aspects. Donc, ce texte portera sur la réussite éducative des garçons et l'importance d'avoir des modèles masculins dans nos écoles et l'importance de diagnostiquer dès le plus jeune âge. Et je commenterai ces deux aspects traités-là. Ou on peut tout simplement dire, ce texte portera sur ces deux aspects que je commenterai. Merci, bonsoir. D'accord? Alors, voilà pour l'introduction. Donc, on a notre titre, notre introduction. Maintenant, notre premier paragraphe de développement va traiter du premier aspect nommé dans notre sujet divisé. Alors, notre premier aspect, il s'agit d'avoir des modèles masculins dans nos classes. Donc, on commence toujours par un organisateur textuel. Donc, premièrement, pour le premier paragraphe de développement et deuxièmement, pour le deuxième paragraphe de développement. Si vous souhaitez être créatif, vous avez droit d'être créatif. Cependant, ce que je vous dis, tout ce que vous avez automatisé libère de votre mémoire de travail, donc vous permet d'avoir plus d'énergie cognitive pour penser à vos idées et éviter de faire des fautes. Alors, si déjà vous vous dites, parfait, moi, je vais écrire premièrement dans mon premier paragraphe, deuxièmement, dans mon deuxième paragraphe, je mets une virgule après chaque organisateur textuel pour ne pas avoir de faute de ponctuation. Merci, je suis ravie. Alors, premièrement, virgule, selon Monsieur Égide Royer, il est important d'avoir dans nos écoles, à compétences égales, d'avoir des modèles masculins. D'ailleurs, il propose d'avoir comme le propose aussi au Québec là, dans les métiers plus masculins pour les femmes, chapeau les filles ou chapeau les femmes, mais d'avoir aussi un incitatif pour que les garçons puissent aller dans le domaine de l'éducation. Donc, poursuivre des études dans un domaine qui est plus majoritairement féminin. OK? Alors, ensuite vient le temps de me positionner par rapport à ça. Alors, moi, je pourrais dire que je suis d'accord parce que en 6e année, je me souviens, j'avais un enseignant masculin et je me souviens à quel point ça avait changé la dynamique de la classe. Les garçons étaient plus intéressés à venir à l'école faire les exercices et je le voyais bien. Bon. C'est tiré d'une expérience personnelle qui est vraie, mais on pourrait très bien inventer un peu, tourner un peu, là, le mettre à la sauce. Oui, modèle masculin dans les écoles, c'est important parce que mon neveu était un futur décrocheur et il y a un enseignant masculin qui lui a redonné le goût à l'école. Voilà. Alors donc, le compte-rendu critique, dans notre premier paragraphe, là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit premièrement, on nomme, c'est important de toujours spécifier qui dit quoi. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça ou si c'est la personne que j'ai entendue? Ah, le spécialiste. Donc, selon M. Égide Royer, il est important dans nos écoles d'avoir des modèles masculins pour favoriser donc la motivation scolaire des garçons.
Et là, ensuite de ça, on se positionne. Est-ce que je suis d'accord ou pas avec ce qui a été dit? Vous avez le droit d'être en désaccord avec ce qui a été dit. Simplement, appuyez vos propos par un exemple. Et si vous venez d'un autre pays, que vous avez une formation reconnue hors du Canada, vous avez le droit d'utiliser des exemples qui proviennent de votre système scolaire. Voilà. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences, nécessairement des connaissances très précises et pointues, quoique c'est sûr que vous avez des cours au niveau du système scolaire québécois lorsque vous arrivez, que vous avez reçu un avis d'admissibilité, mais les exemples peuvent provenir de votre famille, de vos amis, ou encore tout simplement un peu nuancés. Nous n'irons pas vérifier si c'est vrai ou pas. D'accord? Et le deuxième paragraphe de développement traite du deuxième aspect présenté dans notre introduction, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, c'était d'évaluer dès le plus jeune âge, de diagnostiquer dès le plus jeune âge, dès l'âge de 4 ans, ou encore, il y avait aussi un autre sujet dans l'entrevue là, que j'ai en tête, là, qui parlait de proposer aux garçons des sujets de livres qui touchent des domaines d'intérêt des garçons, le hockey, le football, etc. Alors, mais si je garde le diagnostic précoce, bien, deuxièmement, on peut dire toujours selon M. Royer, ou on peut dire aussi selon le psychologue invité en entrevue, pour changer un peu, varier notre vocabulaire. On pourrait dire il est important de diagnostiquer dès le plus jeune âge parce que souvent, il y a une prévalence plus importante, surtout au niveau du TDAH chez les garçons que chez les filles. Alors voilà, si on diagnostique dès le plus jeune âge, on peut intervenir plus rapidement, donc donner des ressources pour que l'enfant puisse être plus outillé lorsqu'il arrivera dans le système scolaire plus normatif, disons-le comme ça, d'accord? Alors, et ensuite de ça, bien, je dis si je suis d'accord ou pas avec ce qui a été dit. Donc, je suis d'accord avec ce qui a été dit ou je suis d'accord avec M. Royer parce qu'effectivement, plus tôt on intervient, plus tôt on peut mettre des mesures en place pour soutenir. D'ailleurs, j'ai un neveu qui a été diagnostiqué avec une dyslexie, dysorthographie en 5e année. Et s'il avait pu bénéficier des mesures d'aide technologique avant la 5e année, bien, il n'aurait pas eu à vivre autant d'échecs. Il aurait été peut-être davantage motivé par l'école s'il avait eu des mesures d'adaptation lui permettant de démontrer son plein potentiel. D'accord? On pourrait dire ça comme ça. Et finalement, dans la conclusion, pour conclure, Monsieur Royer nous a présenté deux pistes de solutions pour augmenter la réussite éducative des garçons ou augmenter la motivation scolaire des garçons. Je vous laisse réfléchir à ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, ce que vous préférez comme formulation. Et donc, d'avoir plus de modèles masculins dans nos écoles et de pouvoir diagnostiquer dès le plus jeune âge. Et là, bien sûr que cette structure-là, qui était très rigide à l'époque, surtout au secondaire, quand on enseignait au secondaire, c'était très rigide comme structure. Aujourd'hui, c'est plus nuancé, d'accord? Cependant, pour réussir le TECFE, ce que je vous dirais, pour essayer le plus possible de libérer votre mémoire de travail puis automatiser la structure du texte, il y a des enseignants qui trouvent ça un peu redondant de répéter les deux aspects dans la conclusion, mais aujourd'hui, je vous dirais, pour les étudiants qui doivent réussir le TECFE, c'est un conseil que je vous donne de respecter quand même cette structure-là le plus possible pour essayer de libérer de votre mémoire de travail. Et puis, ben voilà. Et la conclusion doit se terminer par une ouverture, donc soit une question ou un souhait. Donc, espérons que les conseils de M. Royer seront entendus et que dans les prochaines années, nous verrons davantage d'enseignants masculins dans nos écoles et que nos élèves seront diagnostiqués plus tôt pour éviter la démotivation ou en fait les difficultés que pourraient vivre ces enfants-là un peu plus tard. Je vous dis ça comme ça. Voilà. Alors, donc, introduction, donc titre. Introduction, sujet amené, posé, divisé.
diviser on parle des deux aspects. Donc, le premier paragraphe de développement premièrement, deuxième paragraphe de développement deuxièmement, et la conclusion pour conclure, virgule. Et qui se termine par une ouverture. Donc, on fait un rappel des aspects et on termine par une ouverture. Le compte-rendu critique de 350 mots, je répète 350 mots parce que si vous écrivez plus de 350 mots, la grille d'évaluation ne s'adapte pas au nombre de mots. Donc, dès que vous faites 11 fautes et plus, vous avez déjà 15 points sur 60. Alors, si le compte-rendu critique se sépare en deux parties, l'évaluation se sépare en deux parties, soit l'organisation du texte, les idées, donc la cohérence du texte pour 40% et le code linguistique pour 60%. Généralement, si vous respectez cette structure-là et que vous mentionnez bien les aspects traités, généralement, les étudiants s'en sortent très bien là, pour 40 points sur 100. Là, donc, pour la première partie, 40 sur 40, 38 sur 40, 36 sur 40. Là où c'est plus difficile, c'est que au niveau des fautes, dès que vous faites 11 fautes, vous avez déjà 15 points sur 100. Ce qui fait que si vous avez eu 40 sur 40 pour la première partie et que là, vous avez 15%, en fait pas 15%, mais 15 sur 60 pour la partie du code linguistique, là, vous arrivez à 55%. Si vous êtes en formation professionnelle ou en enseignement de l'anglais langue seconde, bravo, ça va bien, vous avez la note de passage, mais si vous êtes un enseignant qualifié hors du Canada, que vous êtes un enseignant au baccalauréat, que vous êtes un enseignant donc qui est à la maîtrise qualifiante, par exemple, à ce moment-là, 55%, ce n'est pas suffisant. Vous devez atteindre 70% pour réussir la partie sur la rédaction. Vous aurez 2h30 pour faire ce compte-rendu, pour écrire ce compte-rendu critique-là de 350 mots, incluant l'écoute de l'entrevue à 2 reprises. Donc, une entrevue qui dure approximativement 8 minutes. Vous avez droit à un seul dictionnaire. Nous vous conseillons fortement le multidictionnaire parce que c'est le dictionnaire qui est le plus complet. Mais vous avez droit à choisir le dictionnaire de votre choix. Vous n'avez droit qu'à un dictionnaire. Et vous pouvez aussi apporter un crayon à billes ou à mine. Et nous avons une étudiante donc qui s'est préparée au TECFI avec un neurodidacte et qui suggérait aussi cette idée extraordinaire-là d'utiliser un crayon stylo friction, c'est-à-dire que c'est un stylo, mais qui s'efface, un stylo effaçable. Alors, j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors, voilà pour le compte-rendu critique. Maintenant, pour éviter de faire des fautes et d'échouer pour la partie du code linguistique puis qui va vraiment vous être pénalisant pour l'ensemble de votre test, nous vous conseillons fortement de vous limiter à une idée par phrase, d'accord? Et pour chacune des phrases, identifiez bien votre sujet, d'accord? On identifie notre sujet en l'encadrant par ne et pas, d'accord? Alors, je vous demanderai votre opinion plus tard. Donc, je ne vous demanderai pas votre opinion plus tard. Lorsqu'il y a un pronom dans notre question en encadrant par ne pas, on va l'inclure dans notre encadrement. Et bien sûr, l'idée, c'est de vous faire prendre conscience d'identifier pour chaque verbe quel est mon sujet. OK? Alors, il y a deux stratégie, il y a l'ancienne grammaire où là on posait la question qu'est-ce qui ou qui est-ce qui demanderait. Ou encore on peut dire c'est qui demanderait. Alors là, à ce moment-là, l'idée là, puis ce n'est pas ici c'était pour vous donner l'idée générale du texte, mais vraiment pour vous dire une idée par phrase, mais d'identifier votre sujet pour ne pas vous faire prendre parce que souvent, quand les étudiants voient un vous devant un verbe, ils vont écrire EZ. Attention, je vous demanderai votre opinion plus tard. OK? C'est je qui demanderai et non vous qui demanderez, d'accord? Alors, je demanderai, c'est un verbe au futur et là, vous
vous référez à votre verbe modèle. Donc, c'est le verbe demanderai, c'est le verbe aimer. Et là, au futur, ça se termine par AI. Donc, je vous demanderai AI. D'accord? C'est vraiment un des trucs vraiment, vraiment classiques, là, de ne pas sauter des étapes. C'est-à-dire qu'on identifie notre verbe, on identifie notre sujet et on s'assure de bien accorder notre sujet avec notre verbe et de bien se référer au verbe modèle. D'accord? Je plie des vêtements. D'accord? Comment on va écrire ça? Je plie des vêtements. Alors, quel est mon verbe? Je ne plie pas des vêtements à plie. Parfait. Quel est mon sujet? C'est je qui plie des vêtements. Donc, mon sujet, c'est je. Parfait. Maintenant, plie, comment je vais l'écrire? Et là, souvent, parce que ça se termine par un I, je vais mettre, les étudiants mettent un S automatiquement sans réfléchir. Attention, on se réfère à notre verbe modèle. Donc, le verbe à l'infinitif, le verbe qui n'est pas conjugué. Donc, je plie des vêtements. Plie, quel est mon verbe modèle? Je vous laisse réfléchir. Oui, c'est le verbe plier. Ah, comme le verbe aimer. Donc, le verbe plier comme le verbe aimer. Donc, j'aime, tu aimes, donc c'est E, E-S-E. Alors, je plie, P-L-I-E. Et là, j'entends souvent, c'est le moment où j'entends « Oh, mais ça fait drôle, écrit comme ça, il me semble que je n'ai jamais vu ça écrit comme ça. Ah, c'est comme le tu aimes ou tu ranges. Ah, avec un S. Ah, j'ai jamais vu ça. Ça, j'entends ça souvent. Bien oui. Alors, on se réfère à notre verbe modèle. Et aussi, il ne faut pas oublier que notre verbe modèle en ER, aimer, s'applique aussi pour les verbes coco. Donc, les verbes cueillir, offrir, couvrir, offrir et souffrir. Alors, ces verbes-là, puis je vous donne dans la formation là, un truc mnémotechnique là, pour se rappeler de ces 5 verbes-là, les verbes coco, C-O-C-O-S, qui ont la même terminaison, donc un verbe en ER, donc je cueille, tu cueilles se termine par ES, tout comme tu ranges ou tu aimes ou tu plies. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule-là sur la rédaction. Et je vous invite aussi, si le français n'est pas votre langue maternelle, à écouter des émissions à Radio-Canada qui touchent le domaine de l'éducation. Il y en a beaucoup. De faire des dictées régulièrement. Je pourrais aussi vous donner le site du CCDMD où il y a des dictées. Cependant, attention, si vous écrivez, puisque vous allez écrire votre texte probablement à la main, lorsqu'il y a des dictées, je vais vous référer à un site là, pour les dictées, là, mais écrivez à la main et corrigez-vous par la suite là, à l'écran parce que votre cerveau, s'il est habitué d'écrire à l'ordinateur, bien, ce ne sont pas les mêmes processus mentaux, la même activation cérébrale, d'accord, au niveau du cortex moteur, par exemple. Alors, je vous conseille fortement d'écrire, de ressortir le papier crayon et d'écrire des dictées régulièrement. Et c'est vraiment le fait de se corriger, de se poser des questions. J'ai une étudiante d'ailleurs, à un moment donné, j'avais reçu un courriel d'une étudiante, peut-être qui avait 5 phrases, 15 fautes. Et là, j'étais un petit peu bouleversée, puis je me disais, mon Dieu, c'est une étudiante en enseignement qui écrit à quelqu'un qui aide les étudiants en enseignement à réussir le TECFE. En fait, je me dis, mon Dieu, mais est-ce que l'étudiante a fait un effort conscient en m'écrivant? Parce qu'on sait que l'attention et la concentration sont les portes d'entrée de l'apprentissage. Si je ne suis pas attentif et concentré sur l'objet d'apprentissage, bien, il n'y aura pas d'encodage qui va se faire. Hein? Alors, donc, c'est important que notre attention et notre concentration soient dirigées et qu'on fasse un effort conscient. Et là, j'avais publié une petite vidéo sur les réseaux sociaux et j'ai une étudiante, en fait, ce n'est pas une de mes étudiantes, mais c'est une étudiante de manière générale, qui a écrit « Êtes-vous en train de nous dire que même quand on texte nos amis, on est obligé de se corriger? » Eh bien oui! Eh bien oui, madame, vous êtes obligée de vous corriger parce que, en fait, notre cerveau, là, c'est un peu comme un sentier dans la forêt. Plus on emprunte un chemin, plus le chemin est facile à emprunter. Hein, c'est le principe de Hebb qui dit que les connexions neuronales qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Alors, si je ne fais pas un effort conscient pour me corriger lorsque j'écris un texte, que ça compte ou pas, eh bien,
je trace dans mon cerveau des connexions neuronales qui sont peut-être erronées. Alors, quand vient le temps de se corriger, et là, on dit, ah, c'est comme ça qu'on doit l'écrire, mais qu'on a été tellement habitué de ne pas se poser la question pour écrire, c'est doublement difficile parce qu'on doit non seulement tracer un nouveau chemin pour dire, ah, c'est comme ça, je dois vraiment vérifier, là, quel est mon sujet et ne pas nécessairement accorder immédiatement avec un vous qui est devant, je vous demanderai. Alors, ça devient doublement difficile parce que je dois donc tracer dans mon cerveau une nouvelle habitude. Et je sais que c'est difficile de développer des nouvelles habitudes. Et on doit non seulement travailler très fort pour tracer dans notre cerveau une nouvelle connexion neuronale, mais on doit aussi inhiber, c'est-à-dire s'empêcher de prendre le raccourci, le chemin qui était devenu facile pourtant à emprunter. Alors, donc c'est pour ça que lorsque vous écrivez votre liste d'épicerie, lorsque vous écrivez à des amis, que ce soit par texto, que ce soit par courriel, que ce soit un petit papier écrit comme ça sur le bord, sur le coin de la table, c'est important de faire un effort conscient et je pense que c'est une habitude qu'on doit aussi enseigner à nos élèves, à nos étudiants. Oui, parfois, on peut dire aux étudiants, là, c'est vraiment, je veux vraiment voir vos idées. Hein? Pardon, on ne corrigera pas nécessairement les fautes. Là. Je veux vraiment que votre attention, parce que notre énergie cognitive, là, ce n'est pas inépuisable. Là. Alors oui, parfois, on peut dire, bon, là, on fait un exercice, je veux vraiment voir vos idées. Puis à ce moment-là, on peut aussi, lorsqu'on veut juste voir les idées, enregistrer, faire une dictée audio à un système de traitement de texte qui va écrire le texte à la place de l'élève pour justement libérer de sa mémoire de travail, pour justement isoler la notion d'idée plutôt que de le mettre en situation de surcharge cognitive continuellement parce qu'il doit toujours tout vérifier. Les idées, est-ce que je réponds bien aux exigences? Est-ce que je corresponds bien à... Est-ce que je réponds bien au type de texte? Est-ce que j'ai bien séparé mon texte? Est-ce que j'ai bien ponctué mon texte? Bien écrit mes mots, mes idées? Alors, parfois, quand il y a beaucoup de choses à faire en même temps, surtout pour les élèves en difficulté d'apprentissage, ils deviennent rapidement en surcharge cognitive. Donc, c'est important et intéressant aussi de parfois segmenter la tâche là, pour s'assurer là, bon, on se concentre uniquement sur nos idées. Après, on se concentre uniquement sur la correction du texte et tout ça. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, ben voilà, donc ne vous mettez pas la pression là, d'écrire un texte qui va vraiment gagner un prix littéraire. Là. L'objectif, c'est vraiment de réussir le TECFI. 350 mots, c'est très court, d'accord? Alors, vous verrez, là, Et on vous conseille aussi d'avoir une montre avec des aiguilles parce que vous n'avez pas le droit aux montres intelligentes et tout dépendant de l'endroit où vous ferez votre test, c'est possible qu'il n'y ait pas d'horloge pour vous y référer, qu'un tuteur ou un enseignant ou qu'une personne responsable écrive combien de temps il reste au tableau, puis ça pourrait aussi créer une certaine anxiété. Alors, quand on a plus de contrôle sur la situation, on est moins stressé. Alors, si vous avez le contrôle du temps, la gestion du temps à votre poignet avec une montre avec des aiguilles, donc une montre qui n'est pas intelligente, à ce moment-là, bien, vous pouvez limiter peut-être ce petit stress-là occasionné par la notion du temps. Alors, bien, je vous invite à aller voir sur le site internet réussirletestdefrançais.com. Il y a des cours de préparation pour la rédaction, pour le code linguistique et il y a aussi le duo code linguistique et rédaction. Alors, bien voilà, merci beaucoup de votre confiance et puis à bientôt.